1965, film que Antonioni a tourné en Angleterre, à Londres évidemment, pour enfin, pour la métro, c'est-à-dire pour une fois c'était pas un film italien qui le tournait, c'était avec les acteurs anglais, les studios anglais, les équipes anglaises, mais évidemment un film assez déroutant, en tout cas il le fut à l'époque, mais le fait qu'il soit déroutant a été peut-être aussi la raison, je ne dirais pas de son succès, car ça n'a pas été un succès commercial, c'est évident, mais en tous les cas de son retentissement. Bon, c'est quand même un film pour Antonioni qui a plutôt bien marché. Il y en a quelques-uns qui ont marché, pas beaucoup, mais enfin, celui-là avait bien fortement marché. Et il est vrai qu'il a quand même laissé des traces dans l'histoire du cinéma, en tous les cas dans la modernité au cinéma, étant que son sujet est lié directement à la représentation cinématographique, se jouant sur la dualité de cette représentation, c'est-à-dire le documentaire ou la fiction, et ici, à l'inverse de beaucoup d'autres films, où dans la fiction, il y a quand même un aspect documentaire. Ici, tout le film est filmé dans l'esprit documentaire pour que ce documentaire vous mène totalement et absolument dans la fiction, puisque à la fin, la fiction l'emporte totalement sur la moindre trace de réalité. Donc, comment se dissout l'existant ou l'existence, comment se dissout le réel dans l'imaginaire bien sûr, mais surtout dans l'image, par l'image et à cause de l'image. En même temps, évidemment, représentant une société qui est les sociétés anglaises de l'époque. Nous sommes au début des Beatles, des Rolling Stones. Je ne sais même pas si les Rolling Stones en 65 sont déjà là, si peut-être. Ils débarquent, ils ne sont pas encore connus, je crois. Ils ne sont pas vraiment connus. Les Beatles, un tout petit peu. Mais on est à l'époque post-Liverpool, donc un monde. Enfin, ce n'est pas pour rien que le film commence avec ce camion de jeunes Anglais archi. Moi, je ne sais plus comment ça s'appelait déjà à l'époque. Comment ça s'appelait? Oui, enfin voilà, ça n'a jamais été totalement préoccupé, mais enfin c'était véritablement cet esprit-là, un esprit qui, sur l'amusement, le monde c'est fait pour s'amuser, il faut en profiter, de toute façon ça existe ou ça n'existe pas, ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que on soit dans ce monde-là, et tout le film est fait sur la déperdition du réel et une invention du réel qui s'établit à ce moment-là. Tout ça en même temps aussi influencé par une autre donnée de l'art cinématographique, mais aussi de la photographie, qui est la donnée du voyeurisme. Donc le film est fait aussi sur le voyeurisme. Donc, c'est très intéressant de voir un film, ce film-là fait par Antonioni, et de le comparer à un film d'Hitchcock qui lui aussi travaille sur le voyeurisme, comment les deux suspens sont travaillés, je dirais, non pas à l'identique, mais avec une volonté quasi identique, parce que si le suspense est de savoir est-ce qu'il y a eu crime ou est-ce qu'il n'y a pas eu crime, est-ce que c'est purement dans l'imaginaire du photographe qu'il y a eu cette représentation extrêmement vague sur les photos d'un crime, avec ensuite la rencontre de ce cadavre qui traîne comme ça dans les bois, dans la nuit, et qu'on ne reverra plus jamais. Bref, mais en même temps, tout étant fait sur et à partir du voyeurisme. Et le voyeurisme, en même temps, à ce moment-là, répercuté non seulement dans la façon même dont le cinéma traite
le regard sur les choses plus ou moins interdites, et en particulier sur la sexualité, d'où l'importance du sexuel ou de l'érotique à l'intérieur du film. Ça commence évidemment professionnellement par les photos de mode, c'est tout le début des photos de mode, et ensuite ça va se déplacer peu à peu avec les jeunes épis, enfin je sais pas quoi, les jeunes, les deux gamines complètement affriolées par l'idée justement d'être vues, d'être remarquées par le grand photographe, etc. Enfin, c'est-à-dire que tout le film est une sorte de... C'est pas une sorte, c'est une réflexion sur où on est le rapport au monde, donc le rapport au réel, dans une société qui est devenue une société de consommation et qui ne veut fonctionner que sur cette idée du plaisir de la consommation. D'où l'étrangeté du film qui, évidemment, à la fin du film, lorsque vous avez quitté le côté Hitchcock où vous auriez eu la réponse, à ce côté Antonioni et vous n'avez absolument plus où vous êtes à la fin. Et à la fin, on vous jette quand même une balle de ping-pong ou une balle de tennis qui n'existe plus. Donc vous avez fait le parcours absolu d'un monde qui a perdu tout simplement son existence et sa vérité. Et cette perdition dans le monde de l'image, de l'imagerie, qui est celui finalement que nous connaissons dans nos sociétés. Alors, évidemment, le film, de ce point de vue-là, est quand même une réflexion, je ne dirais pas amère, mais assez lucide sur à quoi, enfin, ce qu'est devenu notre société. Le film est d'autant plus intéressant qu'il a quand même aujourd'hui, il a 48 ans d'existence. On s'aperçoit que c'était plus, je dirais pas prophétique, c'était tout simplement déjà vu juste, mais ça n'est encore que beaucoup plus juste aujourd'hui. Loin de s'être apaisé, ce voyeurisme et ce rapport au monde entièrement donné, je dirais résolu d'une certaine façon par l'image, ou l'imagerie, qui fait qu'on n'a plus un vrai rapport au monde. Voilà le projet du film. Alors, maintenant, je vous écoute. Bien sûr que le film a aussi quand même d'autres données, avec un travail de réalisation, de mise en scène tout à fait passionnant, parce que à partir du moment où vous travaillez ce voyeurisme de cette façon, c'est-à-dire sur une modernité à partir de 65, en d'autres termes, à ce moment-là, vous abandonnez la dramaturgie travaillée selon les principes justement traditionnels, tels que justement un Hitchcock le travail, c'est-à-dire il y a une action qui va se développer et qui doit à la fin être résolue et donc nous apporter une réponse qui est la réponse finale. Donc comment l'action va être constamment tenue, suspendue dans le suspense pour se développer et pour aller à une réponse finale. Alors que ici, vous n'avez donc plus du tout le processus classique, je le répète peut-être parce que je l'ai déjà dit, le processus classique de la dramaturgie qui est passé, présent, futur. Il y a un passé qui bloque, le présent est en crise et il faut résoudre cette crise pour aller vers le futur et résoudre la crise. Donc le processus même de la dramaturgie. Ici, dans la modernité, c'est vrai pour le roman, c'est vrai pour la littérature, pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma. Nous sommes maintenant à un moment où la dramaturgie oublie le passé et le futur pour ne mettre en évidence que le présent et que l'instant présent. Donc, si vous regardez bien le film, vous apercevez que il n'y a aucune action qui se développe pour elle-même. C'est simplement des petits moments. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a
telle chose qu'on fait, telle chose qu'on fait, telle chose qu'on fait, telle chose qu'on fait. Et à la fin, vous avez un parcours qui a été parcouru, oui, et qui n'a plus, je répète, aucune consistance parce que vous n'êtes plus que dans du présent. Et ce présent-là, lui-même, se perd. C'est toute la fin du film. Le présent est perdu. On n'a même plus de prise sur le présent. D'où le moment où d'un seul coup il est dans sa maison, les photos ont disparu, il y a un couple qui fait l'amour, ensuite il part, il ne sait plus du tout où il va, bref, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que des moments d'instant présent. Par exemple, c'est très intéressant la petite scénette de la représentation musicale avec le son qui dérape et tout le monde qui est absolument silencieux alors que normalement ça devrait être hurlé. D'un seul coup, lorsque enfin on a fait le geste de la casser la guitare, à ce moment-là tout le monde se déchaîne et il n'y a plus, là encore il n'y a plus aucune montée dramatique, c'est simplement à tel moment, tel moment, tel moment. Il y a perte totale d'être à l'intérieur d'un monde qui a une consistance. On est dans l'inconsistant. D'où l'étrangeté et en même temps la force du film qui a une vision de notre temps qui n'est pas forcément agréable à constater. Mais est-il faux, n'est-il pas faux? Tout le problème, à vous de le résoudre. Ce n'est pas mon problème à moi, c'est le problème que le vie vous propose. Et à vous de le résoudre. Bon, je vous écoute si vous avez justement des questions à poser. Ah, oui, pardon. Moi, je voulais savoir comment Antonioni a travaillé le rapport de la photo par rapport à son film qu'il a fait. Parce qu'en fait, tout le film, c'est comme un roman en photo, en fait. Oui, mais il a toujours eu... Et cette image, à chaque fois qu'il a Antonioni dans ses films, c'est toujours des plans qui sont bien précis. Bon, ce que vous dites est intéressant dans le sens où il est quand même italien. Hein. Bon. Il est né à Ferrare, ce qui d'ailleurs n'est pas mauvais. En ce moment, Ferrare lui fait une grande exposition en hommage. C'est une ville magnifique, je ne sais pas si vous la connaissez, mais allez-y, c'est des en tout cas en Italie, les villes sont magnifiques. Donc, on n'entend pas ce que vous dites. Hein. Je veux dire, c'est à Ferrare, je vous dis allez à Ferrare parce que c'est une ville magnifique, mais de toute façon, comme je le répète, toutes les villes en Italie, l'ensemble des villes sont magnifiques. Donc celle-là est magnifique. Bon, il est... enfin, c'est intéressant de voir que il est du nord donc de l'Italie. Il n'est pas comme Visconti milanais. Puis Visconti, c'est quand même une famille aristocratique qui a une place importante et à Milan et à Rome. Antonioni, c'est beaucoup plus modeste. Bon, mais il est quand même à Ferrare, c'est-à-dire les plaines du Pô. Il a fait d'ailleurs des documentaires sur le Pô. Et donc ça intéresse énormément. Et il ne faut pas oublier que justement, son côté italien et son côté plaine du Pô, émilien, c'est le rend sensible et une forme de réalité. C'est très, très intéressant, par exemple, si vous avez... je dis ça parce que c'est pour donner le contexte même de la culture d'Antonioni. Si vous regardez la peinture de Ferrare, qui est une peinture très, très, très particulière et très étroite, c'est une peinture toujours proche à la fois d'un réalisme assez presque sordide
et en même temps du fantastique. C'est très intéressant la peinture du 15e, 16e siècle de Ferrare par rapport à celle de Bologne, par rapport à celle de Venise, par rapport à celle de Padoue, par rapport à celle de Rimini. Et il y a là des spécificités culturelles. Et il est vrai que de ce point de vue, Antonioni est dans cette culture-là. Une culture justement sur l'étrangeté à partir d'une forme de désir de réalité qui a été en même temps activé par le cinéma, par son cinéma, qui a recherché à la base, je répète, le documentaire, et qui a donc il a commencé par des films documentaires. Et en même temps, dans le néoréalisme. Donc il conserve un côté néoréaliste. Par exemple, il y a quand même, juste, si vous prenez le début du film, vous avez donc cette espèce de camionnette avec tous ces jeunes qui sont déguisés, qui s'amusent, et juste après, vous voyez un homme complètement SDF qui sort avec des SDF, et là, on s'aperçoit que ce personnage, notre héros, vient de se déguiser en SDF pour aller faire un reportage et aller voler des photos de la misère. Donc, le côté néoréaliste. Et ensuite, et bien après, on le retrouve avec sa merveilleuse Bentley, ou je ne sais pas si c'est une Rolls ou une Bentley. C'est une Rolls? C'est une Rolls. Bon. Donc, c'est-à-dire que cet homme qui vient de jouer à la pauvreté pour aller piquer, pour aller voler des photos chocs avec les gens très pauvres, et bien après redevient le photographe, et ensuite le photographe de mode que l'on voit dans la séquence d'après. Donc là, c'est extrêmement précis, mais en même temps, pour terminer sur ce que vous avez sur votre remarque, tout ça étant très important dans l'évolution de l'imaginaire artistique, stylistique d'Antonioni. Il y a aussi une autre donnée qui lui a servi justement pour ne travailler que sur l'instant présent, ce qu'un autre a fait à l'époque en Italie, c'est-à-dire dans le néoréalisme, c'était Rossellini, qui lui aussi a travaillé que le présent, que l'instant présent, mais d'une façon tout à fait différente. Le côté romain de Rossellini implique un côté beaucoup plus ample au point de vue dramatique, alors que le côté Antonioni, c'est le côté je me sers de la bande dessinée. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la bande dessinée en Italie est extrêmement importante. Et en même temps aussi, le roman photo, qui lui aussi est extrêmement important. Donc il va se servir du style et de l'écriture bande dessinée et roman photo pour faire son film. Et c'est vrai que si on regarde bien, c'est une structure dans les images et en même temps dans les successions des plans de romans photo. Il n'y a pas de lien direct entre une photo et une autre photo. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas de continuité. Il y a une succession comme ça d'approches, de photos qui se succèdent les unes les autres, évidemment quand même dans un ordre un peu forcément construit. Mais ce n'est plus du tout dans le travail, par exemple, qui sera très différent chez les autres néoréalistes. Il est évident que Fellini ne travaille pas comme ça. C'est intéressant parce que Fellini, c'est Rimini, c'est un peu plus loin sur la mer, la mer Adriatique. Et c'est très différent de Sica, qui est napolitain, ou de Pasolini, qui est justement lui aussi romain, mais romain dans le genre peuple. Les Italiens, par le fait même que c'était un pays qui est neuf, a conservé énormément
les traditions régionales. Il ne faut pas oublier donc, que l'unité italienne, ça a 150 ans. Et en revanche, l'Italie, ça a été les 30 ou 40 petits pays qui constituaient l'Italie. Et chacun de ces petits pays avait une pensée, une structure, un imaginaire, une représentation différente les unes des autres. On ne peut pas, alors que si vous faites la culture française, vous apercevez qu'il y a quand même une culture générale de la France, même si vous avez un côté sud, un côté nord, etc. Mais c'est beaucoup moins marqué qu'en Italie où il y a cette différence. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, peut-être moins qu'avant, mais il n'empêche. Et ça, bon, ça reste un problème aussi pour l'Italie. Alors, je vous dis ça pour répondre à votre intervention. En effet, il y a volonté d'Antonioni de se servir de ces deux succès populaires que sont à l'époque la bande dessinée et surtout le roman photo, et de s'en servir comme tel. Il y a le roman photo avec cette espèce de froideur, de décomposition comme ça, d'images, et en même temps aussi cette non-consistance. Il n'y a pas. Et quand on regarde ce film-ci, et même les autres films d'Antonioni, il y a refus de s'intéresser, enfin de faire de la psychologie sur les personnages. Vous n'avez pas de psychologie? Par exemple, le personnage de la femme photographiée qui arrive, un superbe personnage, mais elle est la définir. Elle est qu'une image, elle est une représentation qui entre dans la vie de ce photographe. En d'autres termes, qui a-t-il vu? Qu'est-ce qu'il veut voir dans cette représentation, dans cette femme? Et donc tout le film est fait sur ce type de réception au monde. Qu'est-ce qu'on voit du monde? Quelle image on garde du monde? Et qu'est-ce qu'on veut donner comme image du monde? Donc, madame, attendez une seconde, parce que là, on vous apporte le micro. Oui, alors, moi, je pense que, pour en revenir au roman Fantôme, je pense que c'est surtout une question de montage et de rythme. Ce qui m'a absolument fasciné dès le début, c'est justement ce rythme qui est très élaboré, très sophistiqué, où on a des images d'une très grande violence qui vous interpellent. Ensuite, avec dans le montage, des ruptures voulues. On passe à des images fixes, où on serait plus dans la contemplation d'un intérieur, ou évidemment dans le personnage principal qui prend une très grande importance. Et petit à petit, on nous présente ce personnage d'une manière, comme vous l'avez dit, extrêmement documentaire. Mais nous, en tant que spectateurs, on nous demande d'être actifs. Je veux dire par là qu'on comprend très vite qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la toute-puissance, qui est complètement intégré dans cette société de consommation, qui est totalement indifférent à ce qu'il voit, avec son objectif de vouloir réaliser des images pour un futur reportage ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire un œil de professionnel qui paraît insensible, et tout d'un coup, parce qu'il est interpellé par les grands arbres et un parc, il va se trouver dans presque une histoire, puisqu'il assiste de loin, il voit de loin un couple qui apparemment, il y a une femme qui entraîne un homme vers les profondeurs du parc. Et à partir de ce moment-là, moi je trouve que le film bascule, qu'on rentre dans l'imaginaire de cette personne. Et à ce moment-là, le montage, je le trouve vraiment très très bien fait, parce que la bande-son, tout d'un coup, on n'a plus de musique, et la réalité dont vous parliez, elle est présente. Et elle est présente par la bande-son. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le présent, là. On le voit en train d'agir, on le voit en train de développer ses photos. Et là, avec l'oreille, on est avec lui. Donc, il y a plusieurs temporalités dans ce présent.
Et ensuite, on comprend tout de suite, sans une parole, sans un dialogue, sans psychologie, sans rien, on comprend très bien qu'il va faire des relations avec les images, qu'il va les lire et qu'il va inventer ou peut-être tout simplement découvrir quelque chose. Parce qu'il a un œil de professionnel et qu'il va chercher. Et l'histoire de nous dire qu'il y a une fiction qui pénètre, est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est la réalité? On ne le sait pas. On est presque dans un film policier. Il est en train de faire une enquête. Et pourquoi il fait cette enquête? Parce qu'au départ, quand même, c'est cette femme qui l'a séduit, d'une manière ou d'une autre. Sinon, il ne se serait pas intéressé. Il y a tout un jeu de séduction, etc. Donc, je trouve que c'est un film qui, évidemment, on n'échappe pas à son époque. Il nous montre cette époque de 70 ou de 65, je ne sais plus, qui va... qui est, comment dire... qui a un premier... je ne sais pas comment expliquer, c'est une avant-garde, si vous voulez, de ce qu'on vit en ce moment. Et tout d'un coup, nous, en tant que spectateurs, on a une position morale. Je trouve que c'est un film qui déclenche une réflexion morale, à savoir cette caméra, enfin cet appareil photo qui capte tout, mais sans aucun discernement d'éthique. C'est-à-dire on va filmer les SDF, on va filmer une scène intime, tout est mélangé, donc il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. On est là simplement avec une machine qui prend des photos. Et ensuite, on voit qu'il en est la victime en quelque sorte. Donc que cet appareil photo qui fait ces images, eh bien il ne le contrôle pas. Quelque part, il ne le contrôle pas. Et je trouve que c'est un film vraiment extraordinaire qui peut nous permettre de faire vraiment une réflexion philosophique du comportement des gens avec un appareil dans les mains, comment ils se comportent, sans avoir aucune relation à l'autre, sans penser qu'il faut avoir, comment vous dire, je ne sais plus parce que je crois que je me suis un petit peu éloignée du sujet. Non mais bon, je n'irai pas contre ce que vous dites, puisque je pense que vous avez entièrement raison. Donc le problème est simple. Mais ce qui est intéressant, donc, bon, vous avez parlé du point de vue moral, bien sûr. Je dirais que d'emblée, Antonioni pose le problème moral. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on a la première séquence, donc ce camion qui rentre dans une espèce d'immeuble, enfin pas d'immeuble, mais Cour intérieure d'immeuble. Voilà, dans une cour intérieure d'immeuble. Mais si vous avez entièrement raison sur le montage à ce moment-là, si on regarde bien le montage, c'est entièrement fait sur un montage faux. C'est-à-dire, vous les voyez de face, d'un coup vous les voyez de dos. C'est-à-dire que le montage est un montage fouillis, volontairement, et en même temps choc, mais qui n'a aucune relation. Les plans, justement, ne sont pas dans la continuité. Ce que, par exemple, en revanche, Hitchcock aurait fait. Hitchcock aurait travaillé la continuité même, et donc la montée, ce qu'on appelle la montée dramatique. Là, il n'y a aucune montée dramatique. Il y a ensuite la deuxième séquence, c'est immédiatement le monde des SDF, le monde des misérables, et là aussi, c'est la même chose. Et puis, immédiatement, coupe, et on aperçoit que ce pauvre homme qu'on croit même sortir de prison, etc. Immédiatement après, il a une Rolls et il arrive. Bon, tout ça est fait sur, en effet, des montages très volontairement. Mais ce que vous dites, là où ça va, bon, je ne dirais pas plus loin, mais le but est de montrer en effet un individu qui est celui qui façonne ce monde, justement puisqu'il est maître des images et qu'il fabrique des images, et que de toute façon ces images, il les fabrique fausses ou faussement. S'il prend, mettons, le reportage sur les SDF, c'est vrai, mais l'utilisation de ces images sont des utilisations pour faire de l'argent, de rentabilisation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que
l'idée du livre sur ces photos. Il y aura justement le mélange, il y aura surtout d'abord les photos de mode, les photos de grand luxe, et ensuite on arrivera aux photos du reporter, etc. N'oubliez pas que, en même temps, c'est vrai dans la réalité. Si vous prenez par exemple Hamilton, Hamilton est un immense photographe de mode et un photographe remarquable de la misère sociale en Amérique. Donc, ce personnage de photographe est vrai dans nos sociétés. Il existe. Et beaucoup c'est intéressant de voir justement comment Hitchcock, bon, de façon précédente, 10 ans avant, avec la fête sur cours, prend un reporter photographe. Et le reporter photographe, c'est justement un reporter de guerre. C'est pas du tout pareil, c'est pas la même pensée photographique. Ici, on vous représente le monde tel que vous avez envie de le voir, mais c'est pas parce que vous avez envie de le voir, mais c'est parce qu'on a envie que vous le voyez comme ça, parce que nous, ça nous rapporte de l'argent, et nos photos, à ce moment-là, nous rapportent de l'argent, nos journaux nous rapportent de l'argent, tout le système nous rapporte de l'argent. Donc, c'est sur ce système-là que tout fonctionne. Alors, voilà, vous dites comme morale, mais bien sûr que la pensée est morale. En même temps, c'est aussi d'autres pensées, en dehors de cette pensée morale, mais qui sont d'ailleurs reliées d'ailleurs, qui est la pensée, par exemple, de la communicabilité, la pensée d'un romancier à l'époque comme Pavese ou de Sartre. C'est-à-dire, il y a cette résonance-là sur un jugement sur ce monde en train de se mettre en place et d'évoluer vers de plus en plus la rentabilisation. Et de ce point de vue, il y avait déjà à l'époque un regard moral. Guy Debord, c'est 4-5 ans avant. Guy Debord, je ne suis pas sûr du tout qu'Antonioni le connaissait. Il était encore assez peu connu en dehors, en France. Mais la société du spectacle était déjà dénoncée dès 1960. Donc le film est sur cette réflexion sur, en effet, une société qui devient une société de spectacle. Et ce n'est pas donc pour rien que la fin du film, c'est la fin des mimes qui miment le monde et qui miment la réalité et qui donnent un spectacle de mimes. Et à ce moment-là, on croit à ce spectacle. Cela le film. En même temps, vous avez raison sur le montage qui devient de plus en plus précis. Mais c'est un montage, quand on regarde par exemple, il aurait pu très bien ignorer le côté un peu rude ou rugueux des maisons londoniennes, avec ses briques, etc. La maisonnette qu'il habite, notre héros, est plutôt, c'est loin d'être luxueux. La briquerie, enfin, mais c'est pour des raisons esthétiques. Comment ? C'est pour des raisons esthétiques. Ah, bien sûr, mais non, les raisons esthétiques ont aussi des résonances morales, c'est ce que vous en avez parlé. Et oui, c'est sûrement, mais c'est pour les décaler. Si vous êtes quand même un reporter ou un photographe de ce niveau-là, c'est évident que l'idée de la Rolls n'est pas pour rien. On voit bien qu'il a de l'argent, que l'argent ne pose pas une seconde, ne lui pose pas une seconde un problème. Donc de ce point de vue, le côté esthétique d'Antonioni est de choisir quelque chose qui rappelle un peu le néo-réalisme, c'est-à-dire le côté pas très beau du monde dans la représentation, tout en jouant, mais par exemple, quand il fait les photos du début, les photos de mode du début, il y a quand même un peu d'ironie dans la magnifique traînée de plumes. C'est un côté ridicule. Il y a quand même critique à l'intérieur même de cette représentation. Oui, parce qu'on est dans l'excès. On est dans l'excès, là. Comment ? On est dans l'excès.
Ah oui, est dans l'ubris. Oui, mais Voilà, on en change même temps, de... on est dans de sa part, il y a volonté de montrer comment fonctionne. Oui. Comment fonctionne Il le la dénonce. la Moi, photo j'ai de mode. senti comme une dénonciation de ce monde-là. Oui, dénonciation, oui, mais je préfère il nous le montre. C'est quand même outrageux. C'est Oui, bien pas sûr. simplement montré, puisque Non, mais vous bien sûr, voyez bien mais qu'il y a un il côté suffit- ridicule. non, mais il suffit Parce qu'il qu'à le certains moments, on rit. Hein. C'est drôle, Non, hein, mais- tellement c'est énorme. C'est drôle cette façon de parler aussi. Parce que c'est quand même une drôlerie justement relative. Bon, la façon, Oui, mais quand même. et en même temps le personnage, la façon dont il traite ses mannequins, c'est quand même... Oui, justement, c'est pour petit bien montrer le dictateur. personnage. Et ce rapport aux femmes, qui est aussi quand même quelque chose de très net dans le film, il est évident que là aussi, il a perdu tout le sens du réel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et ce qui est intéressant dans le personnage de la femme des bois ou du parc, Oui. c'est que c'est peut-être la femme qu'il désirerait, mais qu'il n'aura jamais. Et à ce moment-là, il en fait une criminelle potentielle. Oui. Vous Comment pensez... Ah non, c'est pas le réalisateur. Alors, enfin, Je disais, est-ce que les photos du parc... non, c'est Antonioni qui les a fait faire. Non, bien sûr. D'accord. De toute façon, l'acteur, je ne sais même pas si c'est pour des photos. Ouais, bon, mais il a au moins appris admirablement à manipuler un appareil photo de cette époque. Parce que alors là, au point de vue mouvement des doigts, c'est remarquable. Là, il n'y a aucune tricherie, quoi. On est... c'est pour ça que le film a des concerts de public. Parce que il voit bien que tout est fait sur quand même du réel, de l'exact, et en même temps full ailleurs. C'est ça qui est tout à fait magnifique. Bien. Bon, bah, je crois peut-être, oui. J'ai juste une question, moi, concernant les gens qui ont été inspirés par Blow Up, les descendants de Blow Up. Parce que Brian De Palma, Tarantino, non? Non, j'en ai descendants. Oui. Ah, j'ai compris défendants. Non. Non, les descendants. Bah non, mais de toute façon, il est évident que Blow Up est un film capital aussi, dans l'histoire du cinéma, puisque vous parliez de morale, mais aussi morale esthétique, c'est-à-dire poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une image au cinéma. Et donc repenser la fonction de l'image, la pensée de l'image, et en même temps aussi la morale de l'image. Ça, c'est quelque chose qui était quand même très pas la mode, mais qui était un souci pour toute la réflexion théorique sur le cinéma dans les années 50-60, à commencer par la réflexion des gens des cahiers du cinéma, et donc ils vont devenir Godard, tout ce genre-là. Donc ça c'est très important, mais en même temps, il est vrai qu'il fallait que Antonioni développe son traitement en nous montrant bien où nous mène l'envie de voir le monde uniquement que par l'image. Enfin, aujourd'hui, regardez les informations. On ne vous donne que des images et on vous demande de voir des images. En plus, on vous demande de voir des images sans vous montrer les images, encore mieux. Il y a quelqu'un qui parle et à ce moment-là, il vous donne des images à voir alors qu'elles ne sont pas là. Autre problème. Mais en tout cas, il ouvrait à l'époque une vraie réflexion sur que devient le cinéma et quelle est sa responsabilité dans la façon de percevoir, dans la façon nouvelle de percevoir le monde. C'est quand même le problème de la perception. Et donc, le cinéma
le propre du cinéma, c'est de travailler peut-être plus que d'autres arts, puisque c'est directement la perception qui est mise en action. Donc, le film est en fait une réflexion sur ce problème-là, avec toutes les retombées et les résonances que cela a sur le rapport au monde, le rapport de notre vécu. C'est ça où c'est intéressant. Voilà, je crois que on va peut-être arrêter là, mais en tout cas, on tenait beaucoup à ce que le film passe. Alors, oui, je m'excuse. Par rapport à Blowout et Conversation secrète, les deux films, justement l'un de Coppola, Conversation secrète, et l'autre Blowout de Palma, sont des films qui à ce moment-là ont travaillé le son par rapport à l'image. Même si que madame avait signalé en effet l'importance du son dans le film, mais ça sera retravaillé davantage dans le film Conversation secrète donc, de Coppola et Blowout de Palma, que nous passerons, je pense, l'année prochaine. Voilà. Bien, merci beaucoup, puis bonne continuation.